Bonjour Sarah Autrel. Bonjour. Donc vous êtes psychologue en pédopsychiatrie de liaison à l'HFME à Bron, l'hôpital Femmes Mère Enfant. Tout à fait. Et vous avez accepté aujourd'hui de nous apporter votre éclairage sur justement l'impact psychologique d'avoir un enfant très malade sur les parents en particulier. Mhm. Donc est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous le décrire, les différentes formes que, que peut prendre l'impact psychologique de ces situations-là, et notamment quand un enfant se trouve en réanimation, En animation. sur les parents? Alors, le premier mot qui me viendrait au niveau de l'impact psychologique, c'est le choc. On parle souvent quand même de choc psychologique ou de traumatisme lors de l'arrivée d'un enfant en service de réanimation ou de l'annonce d'un diagnostic d'une maladie chez l'enfant. Et ça, donc le choc, c'est une réaction normale, adaptée lors de l'annonce d'une maladie. Et ça implique aussi quand même que le fonctionnement de la pensée pendant un moment s'arrête. Et c'est quelque chose qu'on retrouve du coup assez fréquemment pendant ce temps en réanimation, c'est les familles disent il est compliqué de penser parce que cette fonction-là, dans un premier temps, est un peu mise en arrière-plan. Voilà. Et puis après, les réactions sont différentes en fonction de chaque personne. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître assez banal, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, une fois le choc passé, après, il faut pouvoir remettre le processus psychodynamique en route et dans l'idée de s'adapter aussi maintenant à la maladie. Une fois qu'il y a un nom qui a été mis sur la maladie, une origine, un pronostic aussi, alors comme ça le parent peut se remettre à penser et essayer de trouver tout un tas de processus d'adaptation à ce qui est en train de se passer. Et alors, vous, du coup, en tant que psychologue, votre rôle se fait en deux phases, j'imagine. Accepter le choc, survivre, surmonter le choc, c'est ça? Alors voilà, accepter, c'est un terme qu'on utilise peu, le terme d'accepter, c'est en tout cas d'accompagner, si les familles le souhaitent, pendant cette phase de choc. Et accompagner, ça peut être, on dit, mettre des mots, prêter son appareil à penser aux familles pour essayer d'un point de vue extérieur d'éclairer la situation, d'éclairer aussi ce qui se passe pour les différents membres de la famille. Et puis après, en effet, c'est d'accompagner aux différents moments de la maladie, une fois que l'enfant sort aussi du service de réanimation, d'accompagner pour faire au mieux avec cette information qui doit être intégrée aussi dans tout le fonctionnement familial. Et est-ce qu'il arrive que, bon, vous l'avez dit, hein, chacun réagit différemment dans une situation comme celle-ci. Euh, donc parfois ça doit se faire assez facilement et parfois ça doit être très très compliqué. Vous avez Oui. des techniques, j'imagine. Est-ce qu'on s'en sort forcément ou est-ce qu'on peut ne pas s'en sortir? Alors, je pense que du coup, c'est que souvent, après quand même l'état de choc, on imagine ou on pense qu'il y aura une période de dépression. Et pareil, une période de dépression qui sera tout à fait adaptée, puisque la dépression, elle apparaît par rapport à une crise, un état qui existait et qui n'existe plus. Donc, un enfant imaginé en bonne santé ou un enfant qui était en bonne santé et qui ne l'est plus. Donc par rapport à, en tout cas, une phase de dépression que le parent pourrait connaître, on peut s'en sortir sans problème. Oui, ça, il n'y a pas de, il a pas comment dire, de cas, en tout cas, où on se dit, ce sera forcément un échec. Euh, Après, on parle aussi ici de prises en charge qui sont limitées sur un temps. Hein, c'est vraiment au moment de l'hospitalisation et il se passe aussi beaucoup de choses en dehors de l'hospitalisation, je pense. Mhm. Quand on prend conscience, par exemple, pour les cas chroniques, que l'enfant va être malade pour tout le reste de sa vie, et donc C'est la ça, famille va devenir parent d'un enfant malade pour... malade.
il y a des choses qui se mettent à se penser quand on est en dehors de l'hôpital, qu'on n'arrivait absolument pas à imaginer ou à se représenter tant que l'enfant est hospitalisé. Et les choses se débloquent aussi assez naturellement, les pensées se débloquent assez naturellement quand on sort de l'hôpital. Mhm. Et j'avais une question aussi. Bon, les grandes recommandations de sagesse disent toujours il faut penser ni au passé ni à l'avenir, il faut être dans l'instant présent. Bon, très bien. Oui. En théorie, c'est très simple. Et Oui. alors, quand on est dans une situation comme une réanimation, Oui. où les nouvelles ne sont vraiment jamais bonnes, hein. Enfin, on n'est jamais bien quand on est en réanimation. Du coup, on peut penser ni au passé parce qu'on le regrette, ni au futur parce qu'on n'a aucune perspective, Oui. ni au présent parce que le présent, on ne veut pas le voir non plus. Donc, à quoi est-ce qu'on peut justement s'accrocher? Je crois que c'est pareil, ça dépend des personnes. C'est toute la complexité, en effet, c'est vrai, l'incapacité à se projeter qui génère beaucoup d'angoisse chez le parent quand même, de ne pas savoir ce qui va se passer dans la minute suivante, ça. Mais on a besoin quand même de penser peut-être juste à l'enfant qu'on a sous les yeux à ce moment-là. Ou qu'on avait sous les yeux dans la minute précédente avant qu'on sorte de la chambre. Je crois que c'est ça, c'est aussi se baser sur ce qu'on a sous les yeux, nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, les échanges qu'on a pu quand même avoir avec l'enfant, et ça doit rester peut-être l'essentiel. Et puis un autre point, c'est l'entourage, les amis, la famille. C'est quand même des émotions d'une violence qu'on ne peut pas imaginer vraiment. Du coup, les échanges avec le partage, la compréhension par des personnes extérieures à la situation, même des très très proches, hein, même nos propres parents, nos frères et sœurs, ou nos très bons amis, ne peuvent pas forcément jouer leur rôle de famille ou d'amis dans ces situations-là. Euh, Est-ce que vous remplacez l'oreille de la famille et des amis qui ne peuvent pas comprendre en fait, ne comprennent pas ce qui s'y passe? Oui, oui, c'est sûr. Euh, c'est à la fois ce qui est compliqué, je pense, en effet, à vivre, puisque ça limite le nombre d'interlocuteurs autour de soi, où on a l'impression, en effet, que les gens comprennent. Et en même temps, c'est peut-être aussi, dans certains moments, une ressource de parler à des gens qui sont en dehors de tout ça, et qui vont répondre de façon peut-être naïve, alors ce qui peut être agaçant aussi, mais aussi parfois un soulagement d'entendre des choses de personnes qui ne l'ont pas vécu. Je ne crois pas que le psychologue ait pour fonction de remplacer quoi que ce soit. Il vient en supplément auprès des parents qui le souhaitent et qui en sont dans leur cheminement, en tout cas à ce niveau-là, à faire appel à quelqu'un d'autre, justement, que la famille et les amis, à chercher quelque chose d'autre que la famille et les amis. Mais je ne crois pas ce sont vraiment des réponses très différentes. Mhm. Et est-ce qu'il y a une question vous avez dit qu'il en est à ce stade-là, ça veut dire que il existe un état de conscience qui précède ce stade-là, dans lequel les parents n'ont même pas conscience qu'il faudrait qu'ils soient aidés, c'est ça? Qu'il faudrait qu'ils puissent parler à quelqu'un, qu'ils puissent être épaulés par quelqu'un pour se sortir de là? Soit pas conscience, ou plutôt, je dirais, n'en ressentent ni le besoin ni l'envie. Que quelqu'un d'extérieur vienne remuer tout ce qui se passe, vienne faire mettre des mots sur tout ça. Parfois, ça peut être aussi très dérangeant à certains moments, notamment voilà, sur ce temps-là où tout est très précaire. Parfois, c'est trop coûteux pour un parent à ce moment-là de mettre des mots. Donc c'est pour ça, je dis, c'est vraiment un accompagnement qui est proposé, rien d'obligatoire, quand la personne s'en sent voilà, la capacité et l'envie, en se disant qu'il y aura des bénéfices à ça. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'après, quand on rentre à la maison. Donc, il y a aussi un après beaucoup plus lointain, 10, 15, 20 ans plus tard. Est-ce qu'on a du recul là-dessus? Est-ce qu'il arrive que les dégâts psychologiques d'une période passée dans un service de réanimation
se fasse ressentir beaucoup plus tardivement dans la vie? On dit que de toute façon, l'état de choc et le traumatisme qu'on a vécu lors de l'annonce de la maladie, ça restera. Il y a quelque chose qui va rester. On parle de traces. C'est pas forcément un souvenir très précis, mais en tout cas, ça impacte forcément, je pense, la façon de penser les choses. Et, et oui, oui, oui. C'est pas forcément dans le sens négatif. C'est pas des séquelles qu'il y aurait forcément. Mais en tout cas, il y a des traces qui restent sur cet état de traumatisme, oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Je vous en Sarah prie. Autrel, pour votre éclairage. Je vous en prie avec plaisir.